Sauver les médias de Julia Cagé. Donc de retour dans le Nectar, Julia Cagé. Et on avait fait le livre Le prix de la démocratie, donc qui traitait de sauver la démocratie. Et là, on va sauver les médias, Georges. Je sais pas si tu étais au courant qu'elle avait fait un petit bouquin, Sauver les médias en plus. Non, pas du tout. Il est récent? Ouais, il est assez récent. Attends, je vais juste checker parce que pour pas dire de conneries. Sauver les médias. Alors, Et juste pour info, j'ai un ami qui avait Julia Cagé en prof à Sciences Po et il m'a dit qu'elle était stylée. Voilà. ah oui, parce qu'elle est prof à Sciences Po, j'avais zappé ça. Et voilà. Apparemment, elle est aussi solide que dans ses bouquins. Fun fact. On aime. 5 février 2015. Ok. C'est récent, mais tu sais, dans le bouquin, à un moment, elle met oui, j'ai mis un simulateur sur Internet pour que vous puissiez simuler mes réformes sur les médias. Et je suis allé voir, il n'y avait pas le simulateur. Et après, sur Twitter, je l'ai hélé en disant mais il est où et tout, il y a moyen de l'avoir avant l'épisode. Et juste, elle m'a ignoré. Donc il est récent, mais voilà. Du coup, on va faire que des commentaires incendiaires parce qu'on est vexé. Ouais, moi globalement c'était ça mon but. Donc ouais, je me suis dit que c'était super cool en fait parce que en fait j'ai l'impression qu'elle fait que traiter des sujets fondamentaux, tu sais, parce que la dernière fois elle avait dit oui on va traiter, la dernière fois on avait traité la démocratie, donc comment améliorer la démocratie, enlever les intérêts privés, tout ça. Et tu sais, on s'était dit, mais en fait, c'est un peu la clé parce que si tu traites ça, en fait, tu traites tout. Et en fait, les médias, elle n'en avait pas parlé dans le livre, mais c'est un peu l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire, bah ouais, si tu traites ça, si tu traites les problèmes sur les médias, qui ont quand même vocation à informer les gens sur leurs décisions, en fait, c'est hyper fondamental aussi, quoi. Donc, c'est l'autre côté de la pièce, quoi. Effectivement. Ouais. Ouais, non, effectivement, il y a une forme de cohérence entre ces bouquins. Tu vois, comme tu peux dire Nassim Taleb, tu vois. Il y a aussi également une forme de cohérence entre ces bouquins qui individuellement, enfin qui mis bout à bout forment un tout. Julia Cagé, bah là, des 2 bouquins du coup que je connais grâce à toi, je vois que il me semble, je peux d'ores et déjà dire qu'il me semble qu'il y a une cohérence derrière rendre la bataille des idées la plus comment dire, la plus intéressante et la plus enrichissante possible et faire en sorte que le citoyen il puisse faire son choix le plus éclairé possible, quoi. Ouais, ça a clairement l'air d'être son orientation. Donc, tu vois, genre tu pourrais imaginer que dans un 3e temps on parle d'éducation par exemple. Ouais, carrément. Et j'avoue, j'ai pas en tête tous les autres livres qu'elle a fait, mais c'est à suivre de près en fait. Il y aura peut-être d'autres trucs intéressants parce que pour le coup c'est quand même des sujets qui m'intéressent. Donc on va checker. Ouais. Non, c'est tout. Non, mais tu vois, genre, tu peux dire genre, que le financement des campagnes, l'organisation des médias, l'éducation des gens, en fait, tous les 3 ont un impact direct sur la capacité à choisir ses gouvernants et à intervenir en tant que citoyen dans la gestion de la cité, quoi, tu vois. Non, mais complètement. Je suis d'accord. Et donc, du coup, pour te décrire un petit peu ce dont on va parler, en gros, on va décrire la situation actuelle, donc l'arrivée des médias sur Internet, c'est bien, c'est pas bien. Je voulais parler de des milliardaires qui détiennent les médias, est-ce qu'ils protègent leurs intérêts, est-ce que c'est des bénévoles, au contraire. Les audiences de l'information sur Internet, la concurrence, c'est bien ou c'est pas bien. Et à la fin du livre, du coup, c'est un peu un essai, tu vois. Ça fait une sorte de vue généralisée de ce qui se passe dans les autres pays, en France, ce qui marche pas. Et à la fin du bouquin, elle dit, basé sur ça, moi, je vous propose ma solution, en gros, pour réformer les médias et pour que ça soit mieux, quoi. Voilà. Donc, t'es chaud ? Ouais, je suis chaud. Et puis la 2e partie m'intéresse pas mal parce que sur la première partie, je suis plutôt renseigné, genre sur l'aspect concentration des médias, etc. C'est quelque chose dont on parle pas mal, tu vois, que l'essentiel des médias sont concentrés aux mains d'une dizaine de grandes fortunes, tu vois, on va dire. Mais sur l'aspect, qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça se passe dans les autres pays et en quoi c'est réellement impactant, là, je suis plus faible là. D'accord. Écoute, on va voir si ça te
si, si tu trouves ça bien. Donc, ouais, on peut commencer avec, en gros, une première partie qui s'appelle l'âge de l'information, point d'interrogation. Et commence à décrire un certain paradoxe dans les médias, tu sais, qu'en gros, en gros, ce qu'elle va dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans les médias. C'est-à-dire qu'en gros, ça présente un poids minime dans l'économie, dans le PIB, mais que ça touche un public extrêmement large. Donc, tu vois, il y a une sorte de paradoxe, voilà, c'est bizarre. Donc, tu pourrais dire, oui, je sais pas, les slips, tu vois, ça n'a pas un grand poids dans l'économie et tout le monde en porte. Et donc, du coup, c'est pas un bon argument. Mais en fait, faut pas être lourd, tu vois. En fait, je pense, tu sais, ce qu'elle veut dire, c'est juste que c'est fondamental au bon fonctionnement de la démocratie, d'avoir des médias de qualité. Et donc, c'est surtout ça qui fait l'importance du truc. Donc petit par le PIB, mais grand par l'importance, quoi. Pas seulement par le fait que tout le monde porte un slip, quoi. Donc, il y a un premier paradoxe là qui est décrit. Et je peux te donner quelques chiffres. Donc, tu vois, elle dit les médias, c'est 1% du PIB. C'est 1% du PIB. Alors que si tu prends juste les audiences de TF1, France 2, Arte et M6, c'est 13,6 millions de spectateurs. Donc, juste ça. Tu vois. Donc, voilà, elle décrit l'espèce d'entonnoir, quoi, en termes de PIB et d'audience. Et je peux rajouter, je ne sais pas si tu avais les ordres de grandeur en tête, c'est 8 millions de visiteurs uniques par mois pour le site du journal Le Monde. Donc on peut reprendre, oui, en effet, il y a quelqu'un qui fait un gâteau chez Georges et ça fait du bruit. Donc interruption totale. Donc j'en étais sur les chiffres du truc que je voulais te donner. Donc il y avait les audiences de TF1, France 2, Arte, M6, c'est 13,6 millions de spectateurs, 8 millions de visiteurs uniques par mois sur le site du journal Le Monde. Et elle dit 2 tiers des Français de plus de 15 ans lisent régulièrement un quotidien. Tu vois, donc c'est quand même pas mal, quoi. Je sais pas si tu as les ordres de grandeur en tête. Oui, bah aussi, c'est aussi intéressant de se rendre compte que le poids économique d'une activité ne reflète pas nécessairement son importance. Ou dit autrement, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, on paye assez peu. En fait, l'information n'est pas valorisée monétairement, dans le sens où tu as énormément d'informations gratuites. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante dans le processus de décision des gens. Et ça ne veut pas dire que les gens consomment moins d'informations. C'est plus qu'aujourd'hui, elle est valorisée autrement, donc soit par la publicité, soit machin. Mais du coup, son poids monétaire ou son poids en termes d'emploi est minoré par rapport à son importance dans le processus de décision des gens ou dans l'espace mental qu'elle occupe, quoi. Ah, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que elle explique justement que t'as un peu de phénomène. C'est-à-dire que si tu regardes la courbe qui te dit comment les journalistes, le nombre de journalistes a évolué depuis 1970, en gros, tu vois que ça augmente à pleine balle et ça s'arrête en 2005. Mais en fait, ce qu'elle va expliquer, c'est que, en fait, si tu compares la proportion de journalistes par rapport à la proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures, qui augmente aussi, en gros, par rapport à eux, en fait, le nombre de journalistes diminue, tu vois, en proportion. Et donc, du coup, son raisonnement, c'est de dire, en fait, face à un monde qui se complexifie, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures, il y a de moins en moins de journalistes, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais là, juste pour donner un peu des chiffres derrière le truc, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, globalement, c'est intéressant. Je pense qu'elle va en discuter plus tard dans son bouquin, mais en fait, c'est intéressant tout le mouvement qu'il y a eu autour des médias de dévalorisation des médias, en fait. Genre, tu sais, il y a 50 ans, la plupart l'essentiel de l'information était payant. Et en 50 ans, on est passé à l'exact inverse. L'essentiel de l'information est gratuit. Et en fait, je sais pas si... Je suis pas renseigné, tu vois, mais je sais pas s'il y a énormément d'industries qui, comme ça, en 20-30 ans, ont opéré un shift total du tout payant au tout gratuit. Ouais. Je sais pas si on peut en prendre beaucoup, tu vois. Parce que même la musique... Ouais, je pense à la musique, ouais. Même la musique où l'industrie musicale a été décimée, aujourd'hui, on est essentiellement au payant par les plateformes de streaming qu'on paye. Ouais. Donc, il y a eu une phase piratage, où là, c'était de la destruction massive d'emplois.
Mais aujourd'hui, ça a été remplacé par le streaming parce que c'est plus simple. Et aujourd'hui, la plupart des gens payent pour les plateformes de streaming, donc c'est pas gratuit. Alors que l'information, pour le coup, c'est réellement gratuit pour l'essentiel. Et la plupart je pense que l'essentiel des citoyens se renseignent via des biais des médias gratuits. Voilà, donc je pense que c'est un exemple unique ou assez spécifique d'industrie qui est passé très rapidement du tout gratuit au tout payant. Et par ailleurs, effectivement, tu as un côté caisse de résonance, dans le sens où un petit nombre d'individus ont une influence élargie sur les modes de pensée et sur la culture populaire. Tu vois. C'est bien, c'est pas bien, bref, on en discute. Mais effectivement, je trouve ça intéressant de mettre en regard, de souligner ce point-là. Et de dire que le nombre d'emplois ou le poids économique n'est pas nécessairement représentatif de l'importance d'un secteur sur les modes de décision et les modes de pensée des gens. Ouais, c'est un peu ça qu'il voulait dire à travers ces points-là. Et ouais. Et même, elle va un petit peu plus loin du coup sur tout ce qui est numérique, tu vois. Enfin, en fait, tu peux te dire c'est cool le numérique parce que c'est gratuit. Ce qu'elle disait aussi, c'est que tu peux faire des infographies vachement bien. Je sais pas si tu avais déjà vu, après les élections, tu peux cliquer sur les districts. Enfin, qui a voté quoi, zoomer, c'est très bien fait, c'est cool. Mais tu vois, pour rajouter à ce phénomène-là, elle dit qu'en fait, tu as eu une espèce d'exode des véritables journalistes qui sont un petit peu remplacés aussi par des informaticiens. Tu vois, des mecs qui vont pas forcément quitter leur bureau pour aller voir sur place, mais qui vont être chargés d'écrire des articles en restant sur leur ordi. Enfin, tu vois, il y a aussi un peu ce phénomène-là, tu vois, que j'avais pas forcément en tête, moi. Oui, en fait, en gros, j'imagine, encore une fois, je suis pas un expert dans la question, mais j'imagine que la réduction des budgets et la réduction des budgets et le passage au gratuit, nécessairement, tu dois aboutir à une réduction des coûts. Enfin, déjà, à une réduction de la diversité des médias. Parce qu'en fait, si ton gâteau, il pesait 100 millions d'euros et aujourd'hui, il pèse plus que 10 millions d'euros, nécessairement, tu peux plus avoir autant de journaux, autant de chaînes de télé, autant de médias en ligne qu'avant. Donc, en gros, tu tues un peu la diversité médiatique. Et par ailleurs, même dans les médias restants, ils font du cost cutting, tu vois. Donc, ils réduisent les individus. En gros, pour un média, l'essentiel des coûts, c'est la masse salariale. Et donc, la plupart des médias disent on a de moins en moins de journalistes, on est de moins en moins capable d'envoyer des reporters loin, on est de moins en moins capable de dédier beaucoup de temps sur un sujet. Tu vois. Je te donne juste un ordre de grandeur de combien ça coûte. Tu vois, elle dit c'est 250 000 € par an pour un journaliste d'investigation, alors qu'il va produire peu d'articles. Tu vois, c'est l'ordre de grandeur. Et elle donne un exemple. En 2002, les abus sexuels du clergé, ça a coûté $1 million au Boston Globe. Tu vois. Donc en fait, c'est juste, c'est super cher. Et en plus, maintenant, tu as un nouveau phénomène qui fait que, en plus, une fois que tu publies un truc comme ça, en fait, dans les 2 minutes qui suivent, tu sais, tout le monde a repris ton info et t'as pas vraiment la primauté de l'avoir publié. Et donc, t'as beaucoup moins de incentive en anglais, d'intérêt, en fait, à faire ce genre de choses. Parce que encore à l'époque, elle disait, tu sais, tu pouvais vendre ton journal toute la journée, t'étais tout seul à avoir le scoop. Oui. Et donc, c'était cool. Et en fait, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, quoi. Donc ça participe. Oui, exactement. En gros, tu peux moins capitaliser sur la qualité de tes articles ou l'exclusivité de tes articles, parce que cette qualité ou cette exclusivité est extrêmement temporaire, parce que ton contenu est repris. Et par ailleurs, du coup, effectivement, la réduction des coûts, ça fait moins de gens qui vont moins sur le terrain et qui dédient moins de temps à la construction de leurs pensées et à la rédaction de leurs articles. Juste, c'est mécanique, tu vois. Ouais. Et elle dit, je sais pas si tu connaissais, elle dit c'est une course au copier-coller de l'AFP. Moi je connaissais pas l'AFP, c'est la honte, je sais, mais exactement. Il y a notamment une stat. Ou pas? C'est l'agence France Presse. Ouais, mais tu peux expliquer, parce que moi c'est la honte, mais j'ai découvert. En gros, il y a dans le monde, en fait, la production de journaux, il y a des agences qui sont, la production de nouvelles. Il y a un certain nombre d'agences qui sont mondiales, qui sont spécialisées dans la production de contenu sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde.
Et en fait, je crois qu'il y a 3 grandes agences qui sont les plus connues, qui sont Reuters, l'AFP, et je ne sais pas si tu connais la troisième. Associated Press. Associated Press, c'est ça, AP. Donc en gros, je crois que l'une est américaine, l'autre est anglaise et la troisième est française. Et en gros, c'est les 3 agences d'envergure mondiale qui, du coup, ont des journalistes et des correspondants locaux dans pas mal de pays. Mais du coup, eux, c'est pas un média en tant que tel, puisque très peu de consommateurs finaux lisent directement les dépêches de ces agences-là. Puis il faut s'abonner, faut s'abonner si j'ai bien compris, donc tu peux pas vraiment même... Exactement, il faut s'abonner, mais surtout, en fait, eux, globalement, c'est des prestataires de services pour des médias. Et donc, en gros, ils alimentent tout un tas de journalistes et d'entreprises. Parfois tu es une entreprise, tu as aussi besoin de te renseigner sur l'actualité d'un pays parce que tu es exposé aux risques, etc. Bref. Et donc, eux, ils alimentent un certain nombre de médias, d'entreprises et d'organisations publiques en news tous les jours à travers un certain nombre de dépêches. Et la plupart des médias, ils reprennent ces dépêches-là. Donc, soit en général, il y a plusieurs... Encore une fois, je ne suis pas un expert de la question, mais de ce que je connais, il y a plusieurs modalités. C'est soit juste tu reprends la dépêche et tu la publies. Donc, ça, c'est du copier-coller. Soit juste la dépêche constitue le début d'une enquête pour toi. Donc, tu dis, il y a telle dépêche de l'AFP. Tu dis à ton journaliste, essaye de creuser le sujet, etc. Et du coup, tu produis un article plus long à partir de l'info qui est contenue dans la dépêche. Ouais, en fait, je crois que je connaissais pas du tout. Moi, je pensais juste que le journal, en fait, il allait faire sa life et il allait investiguer les trucs et il publiait ses articles. Et en fait, je savais pas du tout qu'il était abonné à 3 espèces de mastodontes qui fournissaient toutes les nouvelles. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Ça m'a un peu surpris quand même quand j'ai vu le truc. Bah, c'est vrai que quand tu le sais pas, c'est vrai. En fait, c'est un peu les coulisses du truc, quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, derrière tous les médias, tu as effectivement 3 mastodontes qui produisent l'essentiel des nouvelles du monde. Et après, il y a plein de médias qui font du contenu exclusif, qui ne part pas d'une dépêche. Mais en tout cas, notamment quand c'est des reportages, quand c'est des trucs d'investigation, etc. Mais quand c'est de l'actualité chaude, c'est souvent, ça part d'une dépêche. Tu vois. En particulier, les informations continues, eux, c'est full dépêche. Mais, et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que... le problème, c'est qu'aujourd'hui, le taux de overlap, le taux de correspondance entre ce que les médias grand public produisent et les dépêches des agences, il est de plus en plus élevé. Donc en fait, il y a de moins en moins de travail de réflexion, de travail de prise de recul, de travail journalistique. Et il y a de plus en plus juste, on reprend la dépêche. Donc c'est ce qu'elle dit un peu. Elle dit, en gros, vu que maintenant, ils ont remplacé les journalistes par des informaticiens, enfin, il y a ce phénomène de remplacement, et puis même, ça vaut pas le coup de les payer, faire des enquêtes. En gros, de plus en plus, c'est juste des copier-coller de l'AFP, c'est ce que tu dis, en fait. Exactement, et je crois... peut-être que si les auditeurs peuvent nous aider, je crois qu'il y a des ONG et des institutions qui étudient un peu la diversité de l'information et un peu ce marché-là des médias et du journalisme. Et je crois qu'il y a des stats là-dessus, sur quel est le pourcentage de dépêches qui sont reprises telles quelles, etc. Enfin, j'avais entendu que ce pourcentage était assez élevé. D'accord, ouais, c'est marrant. Et ouais, après, de façon plus anecdotique, elle dit, ils font des copier-coller AFP, ils font des commentaires de tweets, tu sais, genre machin a tweeté un truc et puis je vais commenter. Et il y avait juste un petit fun fact, tu sais, elle a regardé la taille des journaux qui a baissé, les polices de caractères, tu sais, où ils ont choisi des polices de caractères plus grosses, les blancs entre les mots ont augmenté, il y a de plus en plus de photos. Et tu sais, on dirait un peu un ado qui fait sa rédaction. Enfin, moi, je faisais ça, tu vois. Un ado qui fait sa rédaction, donc ça m'a fait rire. C'est marrant. Tu dois pondre tes 2 feuilles doubles et du coup, t'écris en énorme. Ouais, c'est ça. et tu fais beaucoup de paragraphes. Ouais. Non, mais oui. Non, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a fait ce vrai travail d'analyse. Ouais. Parce que tu sais, en fait, sinon, c'est que, comme on dit, tu sais, on aime bien la data et on aime bien l'analyse. Parce que sinon, c'est que de la rhétorique. Et sinon, on peut tous être un réac et dire oui, il y a un abrutissement des nouvelles générations, le journalisme, c'est plus ce que c'était, mais c'est juste un ressenti. Et d'avoir quelqu'un qui a vraiment analysé et constaté que les polices étaient plus grandes, etc., ça factualise la chose, quoi. Ouais, donc voilà, donc du coup, pour résumer, pas beaucoup de ressources. Après, ouais, vas-y. Pardon, après, cette histoire de police, etc., j'imagine qu'elle a vu sur la presse écrite. Ouais. Tu vois... Et vu qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'information, enfin, une grande partie de l'information se passe sur Internet, je trouve que l'analyse est parcellaire si on évacue Internet, quoi.
Oui, c'est vrai que c'était pas évident pour moi quand j'ai lu le livre, petite remarque, Julia, de faire la diff quand tu parles de presse écrite et de médias en général. C'est Ouais. un peu imbriqué, donc tu fais bien de le dire. Ouais. Donc ouais, bah du coup, ouais, pas beaucoup de ressources, qualité en baisse. Est-ce qu'on est vraiment dans l'ère de l'information? Voilà, c'était la petite intro au bouquin. Et j'avais Vas-y, ouais. lu j'avais regardé une stat, un truc qui c'était intéressant, c'était un graphe qui montrait deux lignes. D'un côté, le nombre de journalistes, donc de détenteurs de cartes de presse. Mhm, Euh, et ça, c'est une information un peu publique. mhm, Donc c'est effectivement un nombre qui décroît. mhm. Et de l'autre, le nombre d'individus qui travaillent dans les départements relations publiques ou les départements marketing des Ouais, entreprises. ouais. Et en fait, tu sais, ça se croise, quoi. Attends, Et répète ça. Ça veut dire qu'en gros... Attends, t'as dit les cartes de presse diminuent? C'est ça que t'as exactement. dit? Donc en fait, le nombre de journalistes diminue. Donc Mhm. la courbe, c'est une pente descendante. Ouais. Et en parallèle, tu as une pente ascendante qui croise et qui dépasse Mhm. celle des journalistes, Mhm. qui est le nombre de communicants. Donc, en gros, c'est pas des journalistes, c'est des gens Ouais, d'accord. qui bossent dans les départements comme des entreprises privées. D'accord. Et je trouve que ça résume assez bien, je pense, ce qui se passe, c'est qu'on a de moins en moins de gens dont le rôle est de t'aider à prendre du recul et de t'approcher de la vérité Mm. et de réfléchir, et de plus en plus de gens dont le rôle est de te faire acheter des choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'elle disait quand elle disait que la proportion de journalistes a Oui. l'air de diminuer. Ouais, carrément. Et même du coup, pour aller plus loin sur ce que tu dis, en gros, la manière dont j'ai structuré l'épisode, c'est un peu comme dans le bouquin. Il y a une grosse partie qui s'appelle la fin des illusions, et où tu sais, en gros, elle attaque plusieurs idées reçues l'une après l'autre. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu as dit là. Il y a une première idée reçue qui est est-ce que la concurrence dans les journaux, c'est bien? Je sais pas si déjà tu as ta petite idée sur la réponse avant que j'attaque le truc. Bah oui, je dirais que c'est bien parce qu'il faut une pluralité de points de vue, quoi. Ouais, alors voilà, donc justement, elle, la manière dont elle analyse le truc, c'est que, en gros, au départ, elle dit, bah en fait, c'est pas évident de trancher ce qui va se passer quand tu introduis de la concurrence, parce que soit, tu sais, on dit que le marché est parfaitement homogène, donc ça veut dire que tout le monde veut lire la même chose, quand c'est parfaitement homogène. Et dans ces cas-là, quand tu introduis un concurrent, bah tu dilues les lecteurs. Ou soit le marché est parfaitement hétérogène, donc c'est-à-dire que tout le monde veut lire des choses différentes, et donc dans ces cas-là, quand tu introduis un concurrent, bah en fait, ça va rien diluer du tout. Donc tu vois, il y a deux cas de figure, et donc c'est difficile de prévoir ce qui va se passer quand tu introduis des concurrents. Donc c'est un peu mystérieux, mais elle dit justement qu'elle a bossé, et qu'en pratique, elle a pu montrer que, par exemple, dans la presse quotidienne, en France, presse quotidienne régionale, de 1945 à 2012, elle a pu montrer que l'entrée d'un nouveau concurrent, ça provoquait en moyenne une baisse de 60% des journalistes au sein des journaux. Donc en gros, ce qu'elle a montré, c'est que si le nombre de journalistes reste le même, quand il y a un concurrent qui rentre, en fait, bah, tu as une baisse de 60% des journalistes en moyenne du fait de l'entrée de ce nouveau concurrent, parce qu'ils ils se répartissent tous les uns chez les autres, quoi, tu vois. Si le nombre de journaux reste le même. De quoi? T'as dit si le nombre de journalistes, pardon. En gros, en gros, si t'as un nouveau concurrent, si t'avais 3 journaux Ouais. quotidiens, Et tu as un après, quatrième qui arrive. t'en as un quatrième qui arrive. Ouais. Et du coup, ce qu'elle dit, c'est que dans les 3 premiers, en gros, les 3 premiers perdent 60% de leurs journalistes en moyenne. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Mais on sait pas le quatrième combien il en a embauché. En fait, du coup, on sait pas si en tout il y a une perte nette ou un gain, quoi. non, mais ou alors j'ai pas compris ta question, mais si du coup elle dit que le nombre de journalistes reste le même, c'est juste qu'ils sont dilués entre les différents journaux. Et vu que c'est une moyenne, bah, j'imagine que oui, ok, il y a peut-être des endroits où il y a un journal et puis tu en as un deuxième qui arrive, il y a des endroits où tu en as 5 et tu en as un sixième qui arrive. Tu vois, mais en moyenne, du coup, ça dilue de 60%. Okay. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que ce qu'elle appelle la salle de presse, du coup, bah, là où il y a les journalistes, en gros, bah, c'est émietté dans les différents journaux. Et donc c'est vrai que ça peut faire croire, ça peut montrer que finalement, bah, en pratique, la concurrence, ça a quand même tendance à diluer la salle de presse.
et donc à faire baisser du coup les différents journaux en qualité. Voilà, c'est ça son argumentaire. Bah effectivement, tu pourrais dire ça d'un côté, mais tu pourrais dire effectivement ça dilue la salle de presse et du coup tu as une pluralité de points de vue et c'est pas mal. Tu pourrais Moi dire j'ai ça, pas ouais. d'avis, hein. Ouais. Mais je dis qu'on pourrait dire que Non, je suis d'accord. ah, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, bah ouais, voilà. En gros, je ne saurais pas te dire si trois journaux Avec ou deux non, journalistes, c'est mieux qu'un avec 6, quoi. Exactement. Ouais. Bah, elle dit la qualité est directement proportionnelle au coût. La salle de presse, ça coûte cher. Et donc, du coup, bah, si tu diminues, tu diminues les coûts. Mais je vois ce que tu veux dire dans le fait que. Oui, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des coûts fixes impondérables et que du coup, bref. Ouais. Elle dit c'est une industrie à fort coût fixe. Donc, ça veut dire que les coûts n'augmentent pas avec la taille du marché servi. Ouais, peut-être ça, c'est important de dire ça. Oui. C'est-à-dire que si tu sers plein de monde, en fait, tes coûts fixes, ils augmentent pas. Et donc, c'est vrai que si tu sers moins de monde, du fait de la concurrence, bah, y a moyen que tu sois un peu niqué. Ouais. Donc, elle dit un marché ne peut supporter qu'un certain nombre de médias. Donc, peut-être idée reçue, la concurrence dans les médias, quoi. Oui, en fait, c'est que c'est la concurrence jusqu'à un certain point, quoi. En fait, c'est un peu de concurrence, c'est bien parce que tu as de la pluralité. Beaucoup de concurrence, ça devient mauvais parce que tu as une baisse de qualité et il y a une sorte de sweet spot. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que si j'ai bien compris ce qu'elle disait, c'est qu'au début, on se posait la question, est-ce que le marché est hétérogène ou homogène? On se demandait au début. Et là, avec a priori son étude, bah, tu te rends compte qu'en fait, on est plutôt dans une dilution du nombre de journalistes, quoi. Et donc dans une diminution de la qualité. Donc ça, c'était la première illusion. Et la deuxième idée reçue, peut-être tu peux commenter là-dessus, c'est l'idée reçue des audiences Internet. Tu sais, on se dit souvent, avec Internet, les consommateurs d'informations Enfin, en gros, il y en a de plus en plus. En gros, ça a explosé la consommation d'infos avec Internet parce que c'est gratuit, tout ça. Bon, elle dit idée reçue. T'as une petite idée T'as des commentaires là-dessus? Bon, bah, si, je pense que ce n'est pas le cas. Que ça n'a pas explosé? Non, je pense que ça n'a pas explosé. Je pense que juste la consommation de news, d'actualité s'est déportée d'un support papier vers un support numérique. D'une part, et d'autre part, je pense qu'elle s'est déportée aussi de journaux vers les réseaux sociaux. Ben, on va voir son argumentaire alors. Tu vas voir. Donc, elle va commencer par dire bon, bah, déjà, quand tu regardes les chiffres Internet, il faut considérer les visiteurs uniques et pas les visiteurs totaux. Donc, tu vois, là, on avait dit unique, c'est 8 millions par mois pour le monde. Tu vois. Donc, et si tu regardes les visiteurs totaux, c'est x8. Donc, elle dit déjà. Les visites totales. Donc, en gros, quand tu dis c'est x8, ça veut dire qu'en moyenne, un visiteur, il revient 8 fois sur le monde. Ouais, d'ailleurs, ça me paraissait pas beaucoup. Mais bon, enfin. Ok, why not? Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a un gros écart type, quoi. Il y en a qui reviennent 2 fois, d'autres qui reviennent 20 fois. Tu vois. Ouais, t'as peut-être raison. Donc, ça, c'est le. En gros, c'est la différence entre visite tout court et visiteur unique. Et effectivement, visiteur unique, ça te dit combien de personnes consomment de l'actualité du journalisme. Ouais. Et visite, c'est à quelle fréquence. Voilà. Donc ça déjà, ok. Mais ça me paraissait plutôt acquis. Ok, tu peux regarder le nombre de visiteurs uniques. Et ensuite, le deuxième point, ça c'est intéressant, c'est qu'elle dit le Monde en version papier, c'est 300 000 par mois, exemplaires. Mais il y a en moyenne 6 personnes qui vont le lire. Donc ça fait 1,8 million de lecteurs par rapport aux 8 millions sur le site du Monde. Donc déjà, ça c'est intéressant. Et ensuite, le troisième argument massu, c'est que le temps consacré à la lecture papier est plus important. Donc c'est 20 minutes par mois de temps de lecture pour Le Monde sur le site internet. Donc what the fuck déjà. Et c'est 25 à 35 minutes de lecture pour un journal quotidien papier. Donc là, c'est juste un truc de ouf en fait. Enfin, je sais pas si tu vois un peu la proportion. Ouais, effectivement, effectivement, en fait, tu sais, t'as deux aspects pour dire, en gros, combien les Français consomment de journalisme. Ouais. Effectivement, c'est les deux variables que tu as évoquées. C'est
En gros, tu as 3 trucs. C'est le nombre de personnes qui lisent des articles, donc c'est les visiteurs uniques ou les lecteurs uniques. Après, tu as à quelle fréquence ils visitent ou ils achètent un journal. Et après, tu as combien de temps ils passent dessus. Et donc, pour dire, je veux savoir la consommation journalistique de la France, il faut que tu connaisses ces 3 variables, le volume de personnes, le temps, la fréquence d'usage ou de lecture, et le temps passé. Et effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est que le temps passé, il est d'un facteur x30 ou x40. Je te donne un chiffre. En gros, elle dit qu'un lecteur papier, ça génère 20 fois plus de recettes publicitaires qu'un lecteur en ligne. Donc en gros, ce que je comprends de cette phrase-là, c'est que les publicitaires sont beaucoup plus intéressés par un lecteur papier qu'un lecteur en ligne, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, et je pense que ça traduit en fait l'espèce de ratio. Donc moi, j'avais pas du tout ça en tête. Je trouve ça hyper intéressant. Qu'en gros, les publicitaires sont beaucoup plus intéressés par les livres papier, enfin les livres papier, par les journaux papier. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils sont beaucoup plus intéressés, c'est qu'ils payent plus cher, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, c'est effectivement un support plus premium parce qu'il imprègne beaucoup plus le cerveau du lecteur. Mais ça rejoint un bouquin que j'avais lu de Nicolas Carr qui s'appelle The Shallows. En français, je vous trouverai la traduction. Et en fait, c'était super intéressant. C'est un gars qui était pas lauréat, mais qui était lauréat, je crois, du prix Pulitzer, ou de dauphin du prix Pulitzer. Genre, je sais pas s'il l'a gagné, mais il était pas loin. Ouais. Et en gros, c'est un mec qui traçait un peu l'évolution des médias. Donc des médias en termes de support, tu vois. Donc c'est en gros comment on transmet l'information, comment l'humanité a transmis l'information. Et il disait, et en gros sa thèse, et c'était intéressant, je pense que c'est une thèse basique pour les gens qui s'y connaissent, mais moi je me rendais pas compte, c'est que la forme agit sur le fond. Autrement dit, le support agit sur le contenu. Et que en gros, que le support n'est pas neutre, que genre transmettre une histoire à l'oral versus l'écrire sur un parchemin, c'est pas la même chose. L'écrire sur un parchemin versus la raconter à la télé, c'est pas la même chose en termes de contenu et de manière de parler et de manière de réfléchir et de consommer. Et raconter un truc à la télé versus l'écrire sur un article internet, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes modes de réflexion et ça a pas le même effet sur la personne. Bref, et du coup, il décrivait ces mécanismes-là. J'ai l'impression juste que le livre s'appelle Internet rend-il bête. Mais vas-y, continue. Voilà, exactement. Mais en gros, le titre est un peu putaclic, parce qu'en fait, c'est ce que je vous décris, c'est vraiment, il raconte l'histoire des médias, il parle pas juste d'Internet. Mais effectivement, pour aboutir à la fin de « Est-ce que Internet rend bête ?» Et en fait, la thèse, c'est effectivement de dire les supports agissent sur nos modes de pensée. Par exemple, et il retraçait chaque support, comment il agit. Par exemple, il disait, quand on avait de la transmission orale et qu'on n'avait pas inventé l'écrit, eh bien, on avait une mémoire beaucoup plus forte. Parce qu'on était obligé de retenir les informations, en fait. Ouais. Donc, il disait, c'est une des manières sur lesquelles le support, le média, a agi sur notre manière de penser. Et il y avait beaucoup plus d'émotions aussi dans nos récits, parce que tu as la voix, tu as la gestuelle, etc. Il dit autre chose, Internet, par exemple, parce que tu as les hyperliens, c'est le fait de pouvoir cliquer, et parce que c'est interactif, du coup, ça réduit ton temps d'attention sur un support donné, et tu vas skim, tu vas survoler, tu vas passer d'un support à l'autre, etc. Bref, et en gros, il fait ça beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en longueur, mais c'est pour dire que c'est pas neutre, le média, à la fois sur le mode d'écriture et le mode de consommation. Et il disait, par exemple, c'était super intéressant, je trouve que c'était une bête d'anecdote, il disait que avant l'invention de l'imprimerie, en fait, il disait que l'invention de l'imprimerie a grandement contribué à l'émancipation et à l'émergence d'idées nouvelles. Comment ? Parce que, en fait, avant, quand tu voulais écrire un bouquin, t'avais des moines copistes ou tu dictais. Tu vois. En gros, t'avais le grand chevalier ou le grand penseur qui était là, il se baladait dans une salle et il était là, oui, je pense que, et il avait ses sbires qui écrivaient ou des moines qui écrivaient, etc. Et du coup, en fait, il s'auto-censurait. Parce que, tu vois, notamment... oui, d'accord, ok. Voilà, parce que notamment, tu pouvais pas dire... parler de trucs érotiques, tu vois. Tu vas dire, oui, à ce moment-là, il lui bouffa la schneck, tu vois, genre... Tu vas pas dire ça aux moines, tu vois. Et il disait, à partir du moment où tu as eu l'imprimerie et où l'écriture s'est répandue, même avant l'imprimerie, où juste, genre, la capacité d'écrire, et les gens ont appris à écrire, eh bien, ils pouvaient écrire tout seuls.
Et là, ils ont eu des idées beaucoup plus déviantes, beaucoup plus novatrices, beaucoup plus à la marge, parce que t'étais pas obligé de, tu vois. Oui, des trucs où les gens n'allaient pas les juger, du genre. Oui, mais bien sûr, ouais, c'est Exactement. intéressant. Ouais. Et tu pouvais faire des trucs anonymes, et tu pouvais machin, un truc muche. Et en fait, j'avoue, j'y ai pas du tout pensé, tu vois. Et en fait, effectivement, le média, le mode de transmission de l'information, a agi sur la nature de l'information elle-même, tu vois. Ouais. Et, Et même, je trouve ça- et même, ça me fait penser, les podcasts aussi. Une raison pour laquelle j'aime bien les podcasts aussi, enfin, tu sais, en fait, ça change un peu le truc parce que c'est des conversations. Tu vois les mecs réfléchir en live. C'est aussi une autre manière d'apporter le truc. Ouais, mais c'est hyper intéressant, le truc. Effectivement, et du coup, vraiment, je vous invite à lire le bouquin parce qu'il est très bien écrit. Et en fait, c'est juste intéressant l'histoire des médias, quoi. Passage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimerie, de l'imprimerie à la radio, de la radio à la télé, de la télé à Internet, etc. Et en fait, et aussi, il cite des critiques, tu sais, à chaque apparition de nouvelles médias, il y a un mec qui dit oui, ça va abrutir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est juste l'éternel recommencement, tu vois. Et en fait, c'est juste intéressant de se rendre compte qu'effectivement, le média agit sur le fond et de prendre chaque média pour ses atouts, tu vois. Donc, comme tu dis, toi, tu aimes bien dans le podcast le côté observation en temps réel de la construction de la pensée, observation des émotions, de l'intonation. Tu peux aimer dans un livre le côté produit fini. C'est un truc travaillé, c'est un truc machin. Tu peux aimer dans le côté télé, le côté immersif. Je rentre dans la jungle, je vois le truc, tu vois. Et en fait, chacun a ses atouts et ses inconvénients, quoi. Ouais, carrément. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, là, ce que tu dis, elle le dit pas dans le bouquin. Mais en fait, c'est exactement le point que je voulais soulever. C'était que, en fait, cette espèce de facteur 20 là, entre la presse écrite et la presse digitale, en fait, moi, je vois bien en fait d'où ça vient. C'est-à-dire que, c'est une anecdote de merde, tout le monde s'en fout. Mais tu sais, j'étais dans l'avion pour le taf pour aller en Irlande et t'avais un mec qui se met à côté de moi et apparemment le mec il vend des poneys, tu vois, il vend des chevaux et tout, il est au téléphone, il est en train de faire des devis et tout machin, il est super busy. Tu sais, il a un bracelet pour homme là, fossile, donc tu sais, il est un peu BG et tout, ça c'est tout, tu vois, il est un peu plus volumineux que nous, tu vois, genre c'est tout ce que les femmes kiffent. Et donc il se pose une fois qu'il a fini son business là de chevaux, je sais pas, il disait qu'il allait vendre, il allait aux US pour vendre un cheval aux Arabes, je cite. Et donc, il ouvre sa petite tablette, donc c'est un mec de la tech, tu vois, et il commence à ouvrir son application Le Monde, et je vois qu'il s'est téléchargé des petits PDF Le Monde pour l'avion, tu vois. Après, donc là, tu vois, j'ai appris, parce que je suis un gros noob, j'ai appris qu'on pouvait télécharger Le Monde en PDF pour l'avion. Et donc, du coup, il s'ouvre sa petite appli et il les admire, tu vois, un petit peu comme ça. Et 2 secondes après, il était sur Twitter, en train de. Du coup, il y avait des images de poneys et de mecs en train de faire du polo. Il part dans des trucs sur les réseaux sociaux, l'avion il décolle et il s'endort, tu vois. Et du coup, évidemment, à aucun moment il a regardé son journal. Et en fait, je m'étais fait la réflexion, ouais, en fait, c'est pas du tout le bon support parce qu'en fait, t'essaies de lire un truc sur un appareil, en fait, qui est là pour capturer ton attention, en fait. Ça, c'est l'économie de l'attention. Et donc, c'est à ce moment-là, ça m'a tombé, ça a tombé sous le sens pour moi, quoi. Enfin, moi, je pourrais pas lire un journal sur mon téléphone, quoi, parce que trop de distractions, en fait. Exactement. Donc en fait, tu as trop de distractions. Donc déjà, tu as la tentation parce que tu as plein, t'as plein d'applis où tu as tout Internet, tu as tout un univers à portée de doigt. Et en plus, même si toi-même tu arrives à discipliner, on t'appelle parce que tu as des notifications toutes les 2 secondes. Ouais. Donc déjà, toi, proactivement, tu es tenté. Puis en plus, si tu te disciplines, en fait, toutes les 2 secondes, on dit « Ah, regarde, il y a telle personne qui te machin. » Et en plus, même si finalement tu arrives à pas être tenté et à lire ton article lui-même contient des liens qui te renvoient ailleurs. Tu vois. donc en fait, c'est par essence un truc hyper distractif. Tu vois. Moi, combien de fois, en fait, je commence par un truc, j'ai un navigateur vierge, je commence à lire un article qui m'intéresse, et honnêtement, 1 heure plus tard, j'ai une 40aine d'onglets, et l'article initial, je l'ai pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, moi, je suis un cas paroxystique, tu vois. Mais tu vois, après, Internet, c'est aussi intéressant pour ça. C'est que tu passes de truc en truc et tu te fais un peu une vision globale, mais peut-être pas une vision approfondie. Peut-être que
tu donnes pas la chance à l'intégralité du récit. Peut-être que tu vois, chacun a son... Non, mais d'accord, mais ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tu dis, ok, il y a quand même certains avantages qu'on voit pas, mais néanmoins, pour ce qui est des recettes publicitaires et de combien de temps la personne va passer sur ton article ou sur ton journal, mine de rien, en fait, c'est quand même pas mal réduit quoi, sur la forme online. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant pour moi. On peut s'arrêter là-dessus, mais en fait, j'avais pas du tout en tête que la presse, en fait, c'était hyper séduisant en termes de temps et de recettes publicitaires pour les journaux, quoi. En fait, c'est pas que c'est séduisant, c'est que, en gros, tu sais, c'est l'aspect volume-prix. En gros, sur Internet, c'est un effet volume. Donc, tu payes en fait, en publicité, tu payes ce qu'on appelle une impression. Donc, tu as un coût par impression. Et en fait, les coûts par impression, ils sont extrêmement bas sur Internet. Ouais. Genre, pour afficher une pub à 100 000 personnes, je dis n'importe quoi, ça te coûte 100 €. Tu vois. Mais parce que les gens y accordent très peu d'attention et l'impact que ça a sur leur cognition, il est très faible. Par contre, 100 000 impressions papier, tu vas les payer beaucoup plus cher parce qu'elles ont beaucoup plus d'impact. Ouais. Donc ça, c'était hyper cool. Et je voulais parler aussi d'une autre idée reçue. Elle dit, il y a une idée reçue, c'est là, on est rentré dans l'âge des riches mécènes. Tu sais, les milliardaires qui vont acheter les médias. Et du coup, ça va bien se passer. Et en fait, c'est quoi la logique derrière le truc? C'est que tu sais, tu dis, ils vont racheter un média. Et donc, à la rigueur, eux, tu sais, ils ont des poches sans fond, ils ont de la thune à l'infini. Et donc, si le média, il perd de l'argent, c'est pas grave. Et donc, il va pouvoir payer des enquêtes coûteuses, machin, c'est pas grave d'être en déficit, tout ça. Donc, Julia Cagé nous dit une illusion. Est-ce que là-dessus, tu as un avis, genre Oui, bien sûr, c'est une illusion. Parce que, déjà, avoir une industrie qui a un impact significatif sur la manière de réfléchir des gens, qui repose sur la volonté individuelle d'une poignée d'individus, par essence, tu sais que c'est vicié. Genre, ça veut dire, tu sais, on s'attend à ce qu'ils soient tous bénévolents, tu vois, déjà non. Donc déjà, tu sais, juste en termes de pur, si tu fais de la systémique et de la gestion du risque, tu fais pas ça, tu vois. Et après, ensuite, quand tu rentres en l'espèce dans les cas pratiques qui se passent, tu constates qu'il y a de l'ingérence régulière. Tu constates que ça a un intérêt majeur pour quelqu'un de fortuné d'acheter un média pour pousser soit ses idées personnelles, soit pour pousser ses entreprises. Donc en fait, tu as deux variantes. Tu sais, les riches, des gens comme nous, ils ont des valeurs, ils ont des idéaux qu'ils aimeraient pousser dans la population. Ouais. Et de manière consciente et inconsciente, ils les poussent dans leurs médias. Tu vois. Donc Bolloré, je crois, il est méga catho. Et il casse trop les couilles dans tous ces médias pour dire que les prêtres pédophiles, c'est pas très grave. Tu vois. non, mais j'en sais rien, tu vois. Mais genre, je sais, il s'est connu. Non, mais c'est vrai ce que tu dis ou pas? Oui, non, mais pas les prêtres pédophiles. Ah, d'accord. Ok. Non, mais c'est juste pour préciser. Ok, non, parce mais tu vois, genre, il a mis énormément de personnages controversés, religieux. Non, mais parce qu'il a mis en avant. Bolloré, juste pour rappeler, c'est les chaînes du groupe Canal+, et donc il y a CNews dedans, c'est ça, hein? Ouais. Oui, voilà. Donc, ok. Donc, oui, en effet, c'est news. Je pense qu'on peut dire que c'est orienté de droite, mais surtout, le truc intéressant, c'est qu'il y a souvent, comme tu dis, il y a souvent des prêtres ou des choses comme ça. Je suis déjà tombé sur des émissions où ils disent c'est la Pâque aujourd'hui. En fait, ça signifie nanana. Alors, c'est pas inintéressant, mais c'est vrai que c'est un peu chelou. Exactement. C'est pas inintéressant. Non, mais tu vois, moi, je respecte les gens qui sont croyants, chrétiens ou autres, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut reconnaître qu'il y a un agenda derrière. Que notre ami Vincent, il aime Jésus et qu'il pousse ses valeurs et sa thèse à travers ses médias, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Hein. On a chacun, moi aussi, j'ai des valeurs et j'ai une thèse que j'aimerais pousser. Tu vois. et si j'avais un média, je le pousserais. Mais juste, il faut être au courant, quoi. Et donc voilà, donc déjà, déjà, tu pousses tes valeurs personnelles. Et en plus, au-delà de ça, effectivement, tu as des entreprises. Tu veux pas qu'il y ait des reportages qui soient à charge contre la corruption que tu as réalisée au Bénin. Tu veux pas que machin. Donc il y a le côté business, il y a le côté valeur personnelle. Et quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de mettre ça aux mains d'un individu, tu vois. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est avant de leur chier dessus, on va leur donner quelques compliments.
parce que on va pas mal leur chier dessus. Donc, avant de leur chier dessus... Non, mais surtout, désolé, moi, petit disclaimer. Toi, tu veux leur rechier dessus? Non, je veux pas leur chier dessus. Justement, je veux dire que moi, à leur place, je ferais la même. En fait, pour moi, je chie sur ceux... Comment on dit, je juge quand tu n'assumes pas. Oui, ou quand tu te prévaux d'une forme de bénévolence, tu vois. Si juste tu dis, bah moi je suis fortuné, le monde des médias m'intéresse, j'ai des valeurs que j'aimerais pousser et j'aimerais convaincre les gens, là je te chie pas dessus, tu as le droit t'es fortuné, tu as réussi dans la société, tu as eu de la chance, bravo, tu pousses machin, pourquoi pas, tu vois. Là où on juge, c'est quand... tu te prévaux d'une forme de neutralité où tu refuses d'admettre que tu as un... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que, bref, non, enfin, parce que je pense qu'il y a plein de riches de bonne foi, quoi. Juste, ils sont là, bah oui, moi ça m'intéresse. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être, j'avoue, je sais pas. Non, mais en tout cas, moi, si un jour j'ai la masse de thunes, j'achète un média, ça me fait trop kiffer, tu vois. et je veux pas qu'on m'insulte, juste j'assumerai que j'ai un agenda, que, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord parce que je faisais l'analyse un peu avec bah oui, t'as la masse de thunes, t'as envie d'être philanthrope, acheter un musée, financer les petits artistes de quartier, machin. Oui. Bah tu peux aussi te faire un kiff et dire bah je vais financer mes valeurs parce que en fait c'est les bonnes. Et voilà. Exactement. Tu vois, donc voilà, tu finances ton média, ça te fait kiffer. Et tu vas financer, tu vas choisir le média que tu finances, tu choisis le média qui est proche de tes valeurs parce que t'aimes bien, tu vois. D'accord. Donc moi, par exemple, c'est valeurs actuelles. Tu vois. on sait tous. Donc juste pour rester dans... Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est je vais juste donner quelques exemples. Il y a, juste pour avoir quelques exemples en tête, typiquement, il y a Xavier Niel, actionnaire principal de Free, co-actionnaire du Monde, Nouvelle Ops, a investi dans Mediapart. On a aussi Patrick Drahi qui a renfloué Libération. Donc lui, il a BFM TV et RMC. Alors, ils ont plein de trucs. Hein. Je vais pas les citer tout ce qu'ils ont. Des fois, tu sais, ils ont le magazine Elle. Tu vois, enfin, ils ont des trucs obscurs. Il y a Jeff Bezos qui a racheté le Washington Post. Ça, c'était dans le bouquin, tout ça. Moi, je me permets de citer Bolloré, donc on a dit avec les chaînes du groupe Canal. Martin Bouygues avec TF1 et LCI. Et Lagardère, lui, il est fun parce qu'il a les maisons d'édition, tu sais. Donc, il a Hachette, Livre de Poche, Fayard. Il a aussi Europe 1, Virgin, Paris Match. Donc lui, au moins, on ne publiera pas de livre sur lui. Et donc ça, c'était pour les petits exemples. Et juste d'ailleurs, à ce sujet, il y a plein de gens qui ont fait des infographies qui sont vachement bien faites, où genre en une image, tu vois un peu tous les médias. Et ça, c'est super pratique. Oui. Et tu as une vidéo de Osons causer. Putain, tu me devances sur tous les... Ah merde, pardon. Vas-y. Sur la concentration des médias, etc. Ils expliquent ça très bien, mieux que nous et tout. Ouais. Et donc, mais t'en sais rien s'ils expliquent mieux que nous, parce que là, on va être méga chaud. Et donc, non, elle est vachement bien la vidéo. Et donc, juste pour, avant de leur chier dessus, c'est vrai qu'elle dit, faut quand même admettre qu'ils apportent une respiration et un dynamisme qui serait absurde de nier, parce qu'en fait, mine de rien, avec un gros capital, tu peux faire plein de trucs. Et donc, l'exemple n'est pas dans le livre, mais je me permets de rappeler, je sais pas si tu avais suivi, mais tu sais, le Washington Post, donc de Jeff Bezos, il avait publié l'histoire du PC portable de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce truc-là. Non. Non, ok, mais il n'y a que moi qui connais les trucs de ricain. Et donc en gros, il avait oublié, donc Hunter Biden, il avait oublié son ordi dans un magasin qui répare les ordis, parce que probablement il était sous crack, tu vois. Et donc, apparemment, c'est connu, tu vois. Et donc, et sur l'ordi, il y avait supposément des choses compromettantes. Enfin, donc, non, pas supposément sur lui, il y avait clairement des choses compromettantes, mais supposément aussi sur le père, tu vois. J'ai pas tout suivi. Et donc, voilà, le problème principal du père, c'est plus qu'il comprend pas où il est que le truc sur le PC de son fils. Mais du coup, le Washington Post, ils avaient publié un article, du coup, PC portable de Hunter Biden, nanana, et il s'était fait supprimer son compte Twitter, le Washington Post. Je sais pas si t'avais suivi ce truc-là, c'était un truc de ouf. Et du coup, ça a fait un énorme scandale. Les gauchistes de Twitter, ils ont supprimé le compte Twitter du Washington Post, tout ça. Et il y avait pas mal de gens qui disaient, c'est quand même faut quand même avoir des grosses cojones, tu vois, pour publier un truc comme ça. Et voilà, peut-être ça demande d'avoir un certain capital, ça demande d'avoir une certaine indépendance.
Et donc, voilà, je trouve que c'est peut-être un exemple enfin, moi, en gros, quand j'ai lu le truc de Julia Cagé, ça m'a fait penser à ça. Et donc, ça, c'était pour les plus. Mais après, pour les moins, il y a tout ce que tu dis. Donc, évidemment, posséder les médias, ça revient à empêcher les médias de délivrer une information indépendante et de qualité. Et même parfois, ça remet en cause le pluralisme, tu sais, si tu possèdes plusieurs médias. Donc, tu sais, indépendance, qualité et pluralisme, ça peut être mis en compte. Et surprenamment, je trouve que Julia Cagé, dans ce chapitre, elle est assez avare sur la subtilité des problèmes liés au fait que ces milliardaires possèdent des médias. Donc, elle est assez avare. Donc, ce qu'elle fait, c'est un truc, tu sais, elle dit... tu sais, elle fait une analogie avec son autre bouquin sur la démocratie. Elle dit, en démocratie, quand t'as de la thune privée, ça va pas. Et donc, CQFD, dans les médias, quand t'as de la thune privée, ça va pas. Et donc, elle s'arrête là. Et donc, moi, j'étais un petit peu sur ma faim. Et donc, du coup, j'ai glané des arguments autre part. Et donc, je te propose qu'on les passe en revue. Et notamment, je les ai glanés dans la vidéo d'Osons causer, pour commencer. Qui est vachement bien. Donc, on peut faire un petit listing des arguments de pourquoi c'est pas ouf que les milliardaires possèdent des médias. Donc, le premier argument, donc là, on est dans la vidéo d'Osons causer, je trouvais que c'était assez intéressant. Ils disent, en fait, je sais pas si tu savais, mais en fait, la plupart des médias qui sont possédés par ces milliardaires, en fait, ils perdent de l'argent. La plupart, c'est pas le cas pour tous. Mais à partir du moment où tu perds de l'argent, ça sent pas très bon. Tu vois, genre, ça veut dire que probablement ils trouvent une autre utilité à avoir un média. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y avait un deuxième point intéressant. Ils expliquaient que tu sais, finalement, c'est les médias qui commandent des sondages aux instituts de sondage. Et donc, c'est un truc pour les politiques qui est hyper important. Je sais pas comment on appelle ça, de se faire tester par un institut de sondage. Donc toi, imagine, Georges, demain, il y a un institut de sondage qui te teste. Tu vas tout de suite... Bon, peut-être pas toi, Georges, mais j'en sais rien. Imagine, je sais pas, un mec connu, genre Jonathan Cohen, tu vois. Demain, il se fait tester par un sondage. Et en fait, les gens, ils sont trop chauds. Ils votent pour Jonathan Cohen parce qu'ils le trouvent sympa, tu vois. Ça change... tu sais, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, quoi. Oui. Et ça, je trouvais ça intéressant, tu vois. C'est-à-dire que tu peux du coup faire tester les gens que t'aimes bien. Et puis même au-delà des gens, tu peux juste, tu peux commander des sondages sur plein de sujets qui sont autant de mini-référendums. Ouais. Et ça te permet d'influer sur le débat public de manière significative. Soit par la fréquence ou la nature de tes référendums, soit par les biais dans la question posée. Tu vois. Oui, ouais, je sais pas, t'as un exemple en tête ou... Non, mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Non, mais je sais pas, genre. Oui, non, mais je vois bien que tu peux orienter la question. Si tes valeurs actuelles et que t'arrêtes pas de faire des sondages sur le halal dans la cantine, le port du voile dans les piscines, le niqab dans les écoles, machin, en gros, tu vas faire l'actualité avec tes sondages-là qui potentiellement vont être pris. Mais il me semble que tu as un petit agenda, tu vois. Oui, après, je sais pas, tu vois. Mais genre. Non, mais d'accord. Donc, dans ça c'est clair. Eux, ils disaient aussi, tu sais, tu vas mettre des belles photos de candidats ou des photos moches de candidats ou le faire avoir l'air agressif ou des choses comme ça. Tu peux toujours aider un candidat qui pense un peu comme toi. Ensuite, il y avait un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est en gros les médias. Tu sais, c'est un peu eux qui sont en charge de la fenêtre d'Overton. Donc, en gros, c'est eux qui vont dire ce qui est réaliste, entre guillemets, ce qui est pragmatique, entre guillemets. Donc, souvent, dans les débats avec Mélenchon, avec Zemmour, les gens qui sortent un peu de la fenêtre d'Overton, t'as toujours un mec pour les, entre guillemets, ramener à la raison. Tu sais, il y a toujours un économiste qui fait « mais enfin, ça marchera jamais, votre truc ». Enfin, voilà, donc il y a ce côté-là aussi. Et donc ça, c'était pour les arguments d'Osons causer. Donc ça, j'aime bien tous ces exemples. Et après, je sais pas si tu connais, il y a un film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Je sais pas si tu connais ce film. Je le connais, mais je l'ai pas vu. Ouais. Du coup, je l'ai regardé, il est sur YouTube. Je sais pas s'il y a le droit de le... je sais pas si c'est très légal le fait qu'il soit sur YouTube, mais il y est en ce moment.
Et donc, il y a d'autres exemples qui sont assez cool dans ce film, que je vais passer en revue, ceux qui m'ont marqué. T'as notamment, à un moment, il montre TF1, donc c'est Martin Bouygues, qui dit rien dans son journal sur les fissures à Flamanville, à l'EPR de Flamanville, alors que c'était Bouygues qui avait coulé le béton. Donc tu vois, ça c'est un premier petit truc rigolo. Ensuite, il dénonce Lagardère qui passe voir le matin le journaliste Jean-Pierre Elkabbach pour bavarder, alors que c'est un peu bizarre. Enfin, le mec est PDG, donc il n'a pas que ça à foutre quand même de faire ça. Et il y a un truc que j'ai trouvé pas mal intéressant, c'est il dénonce beaucoup dans ce film le choix des experts qu'on invite. Oui. Je sais pas si tu vois le truc, c'est-à-dire que ils vont inviter des mecs qui, déjà vont pousser un certain agenda, mais qui en plus sont des gars qui vont siéger au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborer avec des banques. Et souvent, quand tu les invites, tu dis pas ça, tu dis il est professeur à Sciences Po, je sais pas quoi. Enfin, donc dans le film, c'est pas mal fait. La façon dont ils décrivent toute la palanquée d'experts qui sont invités, réinvités tout le temps, qui sont un peu des superstars. C'est les experts qu'on invite tout le temps et qui du coup ont une certaine vision du monde, quoi. Ça, je trouvais ça cool. Je sais pas si tu avais remarqué ce phénomène-là. Oui, en fait, je crois que j'en ai déjà entendu parler quelque part. Enfin, j'avais pas remarqué de mon propre chef, quoi. Mais effectivement, tu remarques une fois que tu le sais, en fait, c'est vrai que tu vois que déjà, c'est souvent les mêmes têtes qui passent. Tu sais, t'as les bons clients. Oui, c'est ça. Ouais. C'est souvent les mêmes têtes. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de scientifiques, tu vois, en fait. Genre, souvent, on dit expert, machin, tu vois. Mais en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'éditorialistes, de chroniqueurs, en gros, de gens avec des opinions, et pas assez de gens avec des savoirs. Tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'y avais pas pensé. Là, le propos du film, c'est plus qu'ils invitent certains économistes et pas d'autres. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont inviter des gens plutôt du côté néolibéral. Donc, moi je connaissais pas la définition de néolibéral. Donc en gros, c'est quand tu veux tout privatiser, quand tu veux faire venir beaucoup d'immigration pour faire pression sur les salaires. Quand tu veux ouverture des frontières aux capitaux, machin, déréguler, être compétitif, travailler beaucoup pour être compétitif dans le monde, tout ça. Donc, ce qu'ils décrivent dans le documentaire, c'est faire venir ces gens-là. Mais toi, ce que tu dis, c'est un autre truc auquel je m'étais fait la réflexion. C'est, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais je m'étais dit, mais dans un monde où c'est les phénomènes physiques qui commencent à contraindre la croissance, finalement, est-ce que c'est pas un peu bizarre de pas inviter des ingénieurs, tu vois, ou des physiciens, ou des choses comme ça? Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. On a eu une coupure d'internet. C'est bon, le souci est réglé. Le souci est réglé? Est-ce que c'est encore ton roommate qui regarde des vidéos YouTube en 4K? Qui a coupé les fils, il a sectionné là. Donc où on en était, donc je disais oui, toute une palanquée d'experts qui disent qui ont une certaine idéologie. Donc ça t'avait suivi. Et le truc hyper intéressant qu'ils disent dans le film, et ça c'est ouf, c'est-à-dire qu'en gros tous ces mecs qui sont entre guillemets approuvés, tu vois, entre guillemets, ils dînent tous une fois par mois dans un club privé qui s'appelle Le Siècle. Tu vois, il y a ça dans le reportage. Et donc, tu vois, une fois par mois, toutes les voitures qui se garent devant le club privé avec les mecs qui sortent des voitures. Et là, il y a marqué, là, c'est tel expert, là, c'est tel ministre, là, c'est tel mec, là, c'est tel journaliste, tu vois. Et il y a aussi ce côté un peu, tu sais, on est entre nous, on est l'élite, on est potes, on a fait les mêmes écoles, Sciences Po, HEC, et on est tous politiques, économistes, journalistes. Et on va tous dîner au club privé Le Siècle, tu vois. Donc ça, c'est marrant, quand même. Je sais pas si t'avais suivi ce truc, c'est rigolo. Ouais, bah oui, t'as une forme d'endogamie. Ouais. Après, ça fait... Tu sais, t'as souvent un côté un peu complotiste de ces trucs-là, de genre, oui, il se retrouve pour décider de la marche du monde. Ouais. Alors qu'en fait,
En fait, je pense que ça se fait beaucoup plus organiquement que ce qu'on pense, quoi. C'est juste des gens qui traînent entre eux. Ils sont d'accord, ils sont alignés sur un certain nombre de choses où ils se ressemblent. Du coup, ils s'aiment bien et donc ils se voient. Et en fait, comme dans la vie, genre, les intérêts et en gros, les intérêts et les affects se mélangent, tu vois. Juste, je l'aime bien, puis en plus, il peut me servir, donc machin. Exactement. Mais c'est plus ça, ce qui est quand même néfaste, ce qui génère quand même de l'uniformisation et de l'entre-soi. Mais mon point, c'est qu'il faut être vigilant, c'est un truc qui se fait organiquement, plus qu'un truc construit, tu vois. Oui, bah, tu fais bien de le rappeler, mais oui, en effet, oui, c'est juste, ils s'aiment bien, et en plus, ils traînent ensemble, et donc tu as une sorte de biais qui s'installe. Ah, ben, je vais pas trop mal parler de lui parce que je vais le voir au dîner la semaine prochaine ou machin. Oui, et puis ils se rendent des services, et puis chacun peut aider l'autre d'une certaine manière. Voilà, donc j'imagine, très bien rationalisé dans leur tête. Je pense pas qu'ils se frottent les mains en faisant un rire démoniaque et en disant « Ah, je suis vraiment un enculé ». Je pense qu'on n'est pas là, quoi. Mais oui, c'est comme ce que tu dis, quoi. C'est comme ce que tu dis. Et un autre truc que j'avais trouvé hyper intéressant dans ce reportage, c'est, tu sais, ils disent, ils parlent beaucoup de faire de la pédagogie, entre guillemets. Tu sais, ils disent, il faut qu'on soit pédagogue, on n'a pas été assez pédagogue, il faut qu'on explique les gens pourquoi nos réformes, elles sont trop bien, pourquoi il faut travailler plus, pourquoi tout ça. Et ça, ça m'a frappé. Parce que c'est exactement ce qui se passe sur la réforme des retraites, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, en gros, je fais ce que je veux et je m'en bats les couilles de ce que vous pensez, mais par contre, je fais mon mea culpa parce que j'ai pas été assez pédagogue, tu vois, pour vous expliquer que en fait, c'était trop bien ma réforme. Et donc, c'est une illustration typique de ça, les gens sont là pour faire de la pédagogie. Et ça, je sais pas, ça a cliqué dans mon cerveau avec les événements du moment. Je trouve que c'est exactement ça, quoi. Je trouve que c'est fou, quoi. Oui, je suis d'accord. Et puis, c'est vachement. Enfin, bref, beaucoup de gens en ont parlé. On va pas épiloguer, mais. Non, mais là, il faut qu'on fasse mieux que quoi. Osons causer, en fait. C'est pour ça, garde ça en tête. Non, mais c'est super infantilisant de dire ça, quoi. Tu sais, de dire s'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils ont pas compris. En fait, mais oui, c'est dire incroyable. qu'on a fait de la pédagogie. Incroyable. Dire qu'on manque de pédagogie, machin. Concrètement, en fait, si tu le dis en français simple, c'est juste s'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils ont pas compris. mais oui, c'est horrible. Et enfin, il faut quand même être sacrément condescendant ou pédant ou méprisant ou malhonnête pour dire quand tu es en désaccord avec moi, c'est que t'as pas compris. C'est le pic enfin, j'ai pas de mots, en fait. Mais oui, c'est incroyable, en fait. Et c'est pour ça a fait clic sur le truc, quoi. Bah ouais, il a pas été assez pédagogue et il fait son mea culpa, tu vois. Donc, juste, ok. Donc ça m'a vénère. Et ensuite, il y a un autre truc, et c'est le dernier, promis. Ils expliquent dans le reportage qu'il y a aussi beaucoup ce phénomène où ils éduquent à la paix sociale. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils vont dénoncer souvent la violence dans les rues. Ils vont dire « Non, mais est-ce que vous condamnez la violence ?» Tu vois, en fait, il y a une vraie... il y a une vraie poussée pour la paix sociale. Et les gens dans le reportage, ils disent ils dénoncent pas la violence institutionnelle. Donc typiquement, Macron qui passe en force avec sa loi et qui grosso modo raisonne en disant tant que vous manifestez paisiblement, je m'en branle. C'est un peu, encore une fois, l'illustration parfaite de tant que les gens sont pas trop vénères et qu'ils sont sympas, on peut leur marcher sur la gueule, quoi. Et donc, il y a aussi ce côté-là. Et c'est vrai qu'on le voit dans les journaux, les gens qui disent mais vous, monsieur, est-ce que vous condamnez, tu vois ? Et c'est vrai que ça résonne aussi, cet aspect-là du reportage. J'ai trouvé ça cool. Ouais, et c'est vrai que moi, ce point-là, ça m'intéresse particulièrement. Tu sais, la violence individuelle versus la violence systémique. Et même chose, c'est quelque chose d'assez basique, mais c'est quelque chose pour moi qu'il faut rabâcher. Parce qu'aujourd'hui, on occulte la violence systémique et on divertit les gens
et on empêche on empêche beaucoup de gens d'avoir des réflexions systémiques globales en leur agitant de la violence individuelle. Euh, et en gros, pour moi, c'est un procédé assez malhonnête intellectuellement, tu vois, voire très malhonnête, mais qui est extrêmement efficace, tu vois, parce qu'on a notre cerveau reptilien, on n'aime pas les gens violents, on n'aime pas les gens insultants, on n'aime pas les gens colériques. C'est instinctif, c'est comme ça, c'est hardwired, c'est encodé en nous. Tu vois. Et c'est super efficace, tu vois. Et ça stérilise un débat et ça empêche d'aborder le fond des sujets, tu vois. Et c'est utilisé encore, et c'est super efficace, tu vois. Et vraiment, bon, je sais pas quoi faire à part juste, j'ai pas une réflexion très profonde à part trouver ça triste, tu vois. Mais en vrai, c'est d'une efficacité inouïe, genre, que ce soit dans le monde politique ou même dans le monde de l'entreprise, tu sais. Quand il y a des grèves ou quand il y a de la séquestration de patrons, ou quand il y a. Et en fait, François Ruffin le dénonce très bien, il est très bon là-dessus, sur mettre les puissants face à leurs contradictions. Euh, euh, et tu sais, en gros, on se rend pas compte de la violence et de l'agressivité et de la nocivité, tu vois, d'un système ou d'une entreprise, tu vois. Et ouais, c'est tout aussi grave, quoi. Voire plus grave, en fait. Genre, bref, enfin, c'est intéressant de sortir des exemples, tu vois. Mais en fait, t'as plein. Je trouve les bonnes illustrations, les exemples les plus faciles à appréhender, c'est dans les cas de fermeture d'entreprise, tu vois, ou de délocalisation. Bah, là, tu as l'exemple de la réforme des retraites, pour moi, qui est assez flagrant. Voilà, tu as les formes des retraites, tu vois, mais dans des cas de délocalisation, tu as des boîtes qui sont bénéficiaires, qui sont saines, qui ont promis de ne pas délocaliser, etc., machin. Dès qu'ils ont passé la période où ils ont promis, un jour plus tard, ils ferment tout et ils génèrent des suicides et de la détresse. Tu vois. Donc là, c'est. Et en fait, tu as plein d'exemples comme ça, notamment dans le film de François Ruffin, Merci Patron. Très bien. Et en fait, derrière des concepts abstraits, des concepts intellectuels de oui, optimiser ma marge de profit, blablabla, en fait, juste, t'es une raclure, quoi. Tu vois. Et juste, tu t'essayes de gratter des micro-points de marge au prix d'une détresse sociale énorme. Et c'est pas, et tu vois, genre, il faut mettre les puissants et les décideurs face à leurs contradictions sur ces points-là, quoi. Ouais. Et donc, bah ouais, ça c'est vraiment un point qui était hyper intéressant. Et moi, je vais citer, du coup, je me permets de citer, tu sais, il y a eu l'arrêt des Guignols. J'ai l'impression que c'est un peu une décision, je sais pas, on pourrait dire, il aime pas trop il aime pas trop la dérision, quoi, Bolloré. Je pense que ça pourrait s'interpréter comme ça. T'as eu l'épisode giga connu aussi, tu sais, de... Comment il s'appelait le député Louis Boyard, chez Hanouna. C'était ça? Oui. Ouais. Voilà, avec Hanouna qui dit je mords pas la main qui me nourrit quand le député il commence à parler de Bolloré. T'as eu la même avec Poutou sur Drahi, où en gros on lui répond vous êtes sur sa chaîne, un peu de correction. Et ça, c'est quand même un peu bizarre parce que la moindre des choses, ça serait quand même de dire que quand t'es patron d'une chaîne, t'influences pas les trucs. Et le mec qui répond vous êtes sur sa chaîne, un peu de correction, c'est quand même ça donne envie de péter des câbles quand même. Oui, et puis aussi, tu sais, l'aspect autocensure. Tu as les fois où, oui, effectivement, le mec est passé dans le bureau et a pas voulu, le patron est passé dans le bureau et a pas voulu que tel sujet soit évoqué. Ouais. Mais aussi, tu as des cas beaucoup plus insidieux et, à mon sens, beaucoup plus fréquents, où tu sais que si tu parles de tel ou tel sujet, tu vas être mis au placard, tu vas pas être promu, tu vas être viré, donc tu le fais pas. Oui, c'est de l'autocensure et je pense le gars qui répond à Poutou, vous êtes sur sa chaîne, un peu de correction. Je pense que c'est de l'autocensure. Je suis sûr qu'il a un raisonnement dans sa tête où il se dit ah bah c'est mal poli, donc j'ai raison de dire ça, nan. Alors qu'au final c'est son cerveau qui met ce genre d'argumentaire en place parce qu'il sait très bien que en gros c'est une sorte de protection quoi. Donc oui, autocensure à balle. Et moi il y a un truc que je voulais voir avec toi aussi, c'est
je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est évident que BFM TV, je sais pas, LCI par exemple, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est évident qui sont partisans. Et moi, en fait, je trouve que justement, c'est pas évident, en fait. Ça, le problème, c'est que c'est subtil et que je trouve que les ficelles sont pas hyper grosses, tu vois. Que finalement, leur influence, elle est. Enfin, faut être un petit peu alerte à certains trucs qu'on a évoqués tout à l'heure pour voir un petit peu les différentes influences. Et moi, je suis pas trop d'accord, justement. Je trouve que c'est pas évident, en fait, de voir cette espèce d'influence. Finalement, elle est assez subtile. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça. Oui, bah, moi je suis d'accord que ça se voit pas non plus de manière flagrante et en fait, ça se voit quand tu fais une étude de la question, tu vois? Donc quand tu compares les temps de parole, quand tu étudies les experts, Mhm. quand tu vois la récurrence de certains sujets, en fait, il faut y passer du temps pour constater là, c'est pas aussi vulgaire que ça, quoi, tu Oui, parce que pour reprendre mon exemple préféré, c'est sur la réforme des retraites, en gros, Macron, il a pris tarif, quoi. Enfin, en gros, il faisait que faire venir des gens qui disaient bah non, mais c'est de la merde, il abuse, machin. Enfin, alors que tu pourrais croire, si on suit tout le narratif qu'on vient de dire, que justement, il ferait blocage à ça, en fait. Donc, vois? Ouais. c'est. Moi, je suis plutôt pas d'accord. Je trouve que c'est pas évident, c'est pas des grosses ficelles, c'est plutôt subtil. Et du coup, ça m'aide en fait, ces vidéos de Osons causer, ces films comme Les Chiens de garde, en fait, à me donner quelques points de, je sais pas comment dire ça, des points d'attention. Où en gros, je me dis, ok, ça c'est un truc auquel peut-être faut que mon cerveau il fasse tilt quand je le vois, quand je l'entends, quoi. Tu vois un peu le truc. Ouais. Euh, donc, avant de passer à la solution de Madame Cagé, je vais passer très très vite, sur le financement des médias. Donc, elle dit idée reçue, les médias sont sous assistance financière. Donc en gros, est-ce que l'État il injecte pléthore de deniers dans les médias. Euh, donc bon, moi je m'étais jamais posé la question. Donc il faut savoir que il existe des aides aux médias. Je savais pas. Elle dit bah, les aides sont à simplifier. Donc elle est pas là en train de dénoncer les aides. Elle dit juste peut-être il faut revoir le fonctionnement. C'est une usine à gaz avec plein d'aides qui vont s'additionner dans tous les sens. On parle de combien? On parle de 800 millions d'euros par an. Et on parle, donc là où elle a fait l'étude, c'était en 2012, c'est en moyenne 9% du chiffre d'affaires de la presse, c'est subventionné par l'État. Donc c'est ça l'ordre de grandeur. Et elle indique qu'il y a une grosse disparité. Donc typiquement, c'est 1% du chiffre d'affaires pour Corse Matin, mais ça va être 28% du chiffre d'affaires pour l'Humanité. 10% pour Le Monde, 17% pour Libération. Et la France est plutôt dans le haut de la fourchette au niveau des aides. Et elle va tenter une mini proposition de réforme. Donc ça n'a rien à voir avec celle qui est proposée à la fin. Elle suggère qu'on verse un pourcentage fixe du chiffre d'affaires en aide et que pour les journaux d'information politique ou d'information générale. Donc j'avais trouvé le magazine MRB, je ne sais pas si tu connais, mais qui traite des modèles réduits de bateaux. Est-ce qu'il a vraiment vocation à choper la subvention de l'État? Il y a débat, selon Julia Cagé. Je me, je me moque, mais pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment débat. Mais du coup, voilà, elle est plus pour la redirection pour la simplification et pour la redirection des aides. Et je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que finalement, moi, je ne savais pas qu'il y avait des aides et je ne savais pas comment ça marchait. Donc, il y en a, et usine à gaz, et France dans le haut de la fourchette. Est-ce que tu voulais dire un truc sur les aides ou on passe directement à la proposition de Madame Cagé pour réformer tout ça? Non, oui, on peut passer directement. Georges, il est d'accord. Je suis d'accord. Là, on est en train de venir titiller l'épisode de Osons causer, tu vois. Depuis tout à l'heure. On les talonne. Donc, le nouveau modèle économique pour le 21e siècle que Julia Cagé va proposer. Alors, aujourd'hui, on est dans la logique donc purement financière. Donc, ça veut dire une action égale une voix.
Et elle dit, bah, c'est pas la logique idéale quand on parle d'un bien public tel que l'information. Donc l'introduction en bourse des journaux, bah, c'est plus de profit, moins de qualité, moins de journalistes, on l'a vu. Et elle dit aussi moins d'audience parfois, parce que parfois les journaux vont privilégier, tu sais, les lecteurs les plus aisés pour la pub, les populations les plus aisées. Et donc tu peux avoir des no man's land de l'information. En gros, certaines populations n'ont pas leur journal. Donc faillite totale, selon elle, de cette logique purement financière, parce que baisse de la qualité, les lecteurs vont se désintéresser du truc, du coup, parce qu'il y a une baisse de qualité. Et donc, c'est pas une stratégie long terme, quoi, c'est une stratégie court terme, pour gagner de l'argent court terme. Et donc, voilà. Donc, pas top, la première logique, qui est purement financière. Mais bon, tout ça, on l'a dit. Et la seconde logique, c'est la logique à but non lucratif. Alors, ça existe. Et donc, typiquement, elle parle d'un statut, tu as le statut de fondation. Donc, il y a la fondation Bertelsmann en Allemagne, qui apparemment possède des grosses parts de médias français, notamment les chaînes du groupe M6, je connaissais pas. Et donc, ça a l'avantage que tu peux pas reprendre l'argent que tu as mis dans la fondation, donc c'est définitif. Mais par contre, elle dit, tu sais, le pouvoir, il reste au sein d'une même famille. Tu sais, ils sont tous dans le conseil d'administration, ils décident de tous. Donc, dans le truc, là, Bertelsmann, on parle de 6 générations. Donc, ça fait sur 6 générations que c'est la famille qui s'occupe du truc. Et donc, elle dit, dans la fondation, le conseil d'administration peut se maintenir au pouvoir, peu importe le nombre de donateurs. Voilà. Et en plus, ça te rend un peu fragile de ne pas pouvoir t'ouvrir aux capitaux. Donc, tu peux pas vraiment venir concurrencer les gros médias actuels. Donc, en gros, tu vois, je sais pas si tu vois son approche, elle dit il y a deux extrêmes. Et en gros, je sais pas si tu devines le truc, mais en gros, elle va proposer un juste milieu. Du coup, un truc entre les deux. Et donc, du coup, ce qu'elle propose, ça s'appelle un statut particulier qui s'appellerait la société de médias. Donc, ça s'appelle SM, c'est rigolo. Et donc, c'est un modèle hybride entre société par action et association à but non lucratif. Et donc là, ce que je vais faire, Georges, c'est que je vais décrire le fonctionnement. Donc ça va durer 2 minutes et ça sera un peu relou. Et après, je vais te donner un exemple et ça sera plus ludique, si ça te va. Ok. Et j'ai quand même bu une bière de combien là 44 centilitres. Ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué de dire des choses intelligentes. Alors, donc, on a dit, on va faire une description du fonctionnement avant de donner l'exemple. Donc, ce qu'elle a dit dans son statut SM, là, elle dit, déjà, premier point, tu peux pas récupérer ton investissement. Donc, il n'y a pas de versement de dividendes. Quand tu investis un truc, tu investis, tu récupères pas. Dans la société SM, elle va augmenter le droit de vote des petits investisseurs. Donc, ça sera clair dans l'exemple, je pense. Elle dit au-delà de 1% de contribution, tu as un droit de vote sur ce que fait la société de médias. Mais elle va expliquer que tu peux te regrouper. Donc, côté salarié, tu pourras te regrouper. Donc, tous les salariés qui ont investi, qui ont donné de l'argent, ils pourront se regrouper pour avoir un droit de vote plus élevé. Et côté lecteur, donc tu sais, si tu es lecteur et que tu donnes un peu d'argent dans du crowdfunding, tu pourras te regrouper aussi en tant que lecteur pour avoir le droit de vote. Donc, tu vois le truc, en gros, elle va permettre aux salariés de se regrouper, aux lecteurs de se regrouper, et après, tu auras les actionnaires, et elle va booster les droits de vote de ceux qui n'ont pas beaucoup de pourcentage. Tu vois, en gros, le truc qu'elle veut faire. Ouais. Voilà. Et à ça, elle rajoute des avantages fiscaux, donc 66%, tu sais, les 66% de réduction classique quand tu donnes à une société de médias. En gros, ça serait la même déduction que les dons aux organismes publics, que Georges n'aime pas quand c'est Bernard Arnault qui donne pour Notre-Dame. N'est-ce pas, Georges? Ouais. Mais du coup, j'ai pas compris quel est l'intérêt d'investir si tu peux pas toucher. Ah, tu peux revendre ton action et faire une plus-value.
Quel est l'intérêt d'investir si t'es qui? Si t'es l'employé, si t'es... Tu es le salarié ou un externe, un lecteur. C'est Ouais. que tu peux faire une plus-value sur la revente ou... Bah, en fait, non. Ce qu'elle dit, c'est que finalement, c'est plus... bah, tu En sais, gros, c'est un soutien, quoi. ouais, c'est un soutien, mais tu sais, c'est un peu sur le modèle du crowdfunding où aujourd'hui, quand tu fais du crowdfunding, on t'envoie un Twix. Mm. Bah là, entre guillemets, tu aurais des droits de vote. Alors, elle dit que c'est quand même c'est fixé à 1%, mais tu as le Oui, droit de te d'accord. Donc, en rassembler. gros, Tu vois? d'accord. Donc, en gros, tu n'as aucun intérêt financier à faire ça. Exactement. Par contre, c'est pour soutenir un média et influer sur la politique éditoriale du truc. Exactement. Exactement. Et, mais je pense que je pense qu'avec l'exemple, ça sera plus parlant. Donc peut-être on peut discuter de l'exemple. Euh, donc elle dit, imagine, tu as un nouveau média et ils cherchent à réunir le capital nécessaire à leur lancement. Et donc elle dit, c'est 2,2 millions. D'accord? Donc comment ça se passerait aujourd'hui? Donc si tu étais une société par action classique, donc mettons les deux fondateurs, ils investissent chacun 400 000 euros. Donc ils auraient 20% des droits de vote. Et donc il faut trouver 1,4 million restant. Et donc là, tu vas avoir un fonds d'investissement qui va arriver avec 1 million, par exemple. Donc il va avoir 50% des droits de vote. Et attention, le fonds d'investissement, il peut se casser à tout moment et avoir un autre Gus qui rachète les droits de vote. Donc là, il y a un petit risque. Et après, elle dit, il y a 40 salariés qui pourraient investir 5 000 euros. Donc ça fait 0,25% par salarié. Et ensuite, il y aurait du crowdfunding pour 200 000 euros. Et eux, le crowdfunding, ils n'ont rien, ils ont juste des Twix. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et donc, elle dit, bah, comment ça se passerait avec son nouveau statut de société de médias? Bah, les deux fondateurs, ils investissent chacun 400 000 euros, 28% des votes. Les 40 salariés investissent toujours 5 000 euros, mais ils pourraient se regrouper en société de salariés, ce qui leur donnerait 16% de vote. Et elle dit, en plus de ça, qu'ils investiraient probablement 3 fois plus grâce à la réduction d'impôts. Donc plutôt 15 000 euros. Voilà. Et le crowdfunding, on avait dit 200 000 euros. Eux, ils peuvent se regrouper du coup en société de lecteurs et avoir 16% des droits de vote. Et elle dit pareil, ils investiraient probablement 600 000 euros puisqu'ils ont la réduction d'impôts. Et donc, finalement, avec les 3 trucs qu'on vient de citer, il n'y a plus besoin du fonds d'investissement qui, de toute façon, avait plus envie d'investir dans une société à but non lucratif. Donc, je ne sais pas si tu as compris le truc. En gros, elle autorise les salariés et les crowdfunders à se regrouper et elle booste, avec un certain barème, leur droit de vote, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je trouve ça pas mal. En fait, juste globalement, la démarche globale qui est de réduire l'influence euh, des individus sur les médias, leur politique éditoriale et leurs choix structurants, c'est Mhm. bien. Mhm. Et du coup, elle fait ça en essayant de collectiviser ça Ouais. dans des sociétés de lecteurs, sociétés de salariés, Mm. etc. Donc globalement, la démarche est bien. Après, la probabilité de succès de la chose, je ne saurais pas l'estimer parce que c'est pas mon expertise. Et en fait, je me rends pas compte de est-ce qu'il y a tant d'argent. En gros, est-ce que les gens, ça les intéresse d'investir à but non lucratif dans un média? Mm. Ça me, en gros, voilà, je mettrais un doute là-dessus. Genre, ça me paraît pas ça me paraît pas évident et je ne suis pas sûr que ça coule de source, que tu pourras lever l'ensemble des financements nécessaires juste en te basant sur la bénévolence des gens et cette histoire de réduction d'impôts. Ouais. Euh, mais peut-être que ça se calcule, je sais Mais c'est vrai que je pense que sur le crowdfunding de 200 000 euros, je pense que il y a moyen que ce soit un retour d'expérience. Tu vois, qu'en gros, elle a pas. Ouais. remarqué que c'est ça qu'on pouvait choper. Et donc, du coup, je pense que c'est pas déconnant. Autant là-dessus, why not, mais autant sur le fait que les salariés donneraient de l'argent pour avoir le droit de vote quand ils se regroupent. Ça, j'avoue, j'ai peut-être pas compris pourquoi ils feraient ça, quoi. Tu vois le truc? Oui, ou même les lecteurs, tu vois. Bon.
Bah, les lecteurs, après, c'est ce que je disais, c'est que je pense que en gros, elle a estimé par rapport à ce que tu peux récupérer en général en termes de crowdfunding. Ouais. J'en sais rien. Enfin, tu sais, t'as un journal que t'aimes bien et ils disent on a besoin de votre aide, donnez de l'argent. Je pense que les gens y donnent, tu vois, en général. Oui. Les salariés, c'est peut-être un petit peu plus obscur. Mais du coup, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'en fait, plus tu injectes de thunes dans la société de médias, en fait, plus tu te chopes un espèce de malus en termes de droit de vote qui est, lui, réinjecté dans ceux qui ont injecté un peu moins de thunes pour booster leur droit de vote. Et ça, je trouve ça cool parce que du coup, il y a un petit peu trois jambes au truc. C'est-à-dire que si j'imagine ce qu'elle veut dire, c'est que tu aurais Bolloré qui injecterait plein de thunes dans le média, qui aurait du coup son influence qui est capée, et du coup qui serait réinjecté en fait dans l'influence des salariés, dans l'influence des lecteurs, tu vois. Ce qui sur le principe est plutôt cool, quoi. Ouais, non, c'est intéressant ce système de bonus-malus. En fait, ouais, c'est la même chose en fait. La démarche de collectiviser la chose et de réduire l'influence individuelle dans les choix éditoriaux, c'est bien. Et donc ça se fait par des déductions fiscales et ça se fait par ce système de bonus-malus qui fait que en fait, à la fin, tu peux plus avoir l'intérêt d'avoir un investissement démesuré en proportion par rapport à tes co-investisseurs. Il devient réduit. Là, pour le coup, ça devient vraiment de la philanthropie parce qu'en fait, ça t'apporte pas plus d'influence sur le truc. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi je trouve ça cool, c'est-à-dire qu'elle a fait son étude un peu globale, elle a vu que c'était bien d'être ouvert aux capitaux, mais qu'il y avait des désavantages, que c'était bien d'être en gros une fondation, mais que bon, après ça peut rester un peu consanguin dans la même famille et trop de pouvoir à la même famille, les lecteurs n'ont rien à dire, les salariés n'ont rien à dire. Et donc tu vois, elle trouve un modèle un peu entre les deux. J'étais curieux en lisant le livre de ce qu'elle allait pondre. Et je trouve ça pas trop mal, je trouve ça intéressant. Du coup, juste pour te dire, dans son exemple, on a les fondateurs qui se retrouvent avec 28% des voix, la société de salariés qui se retrouve avec 30% et la société de lecteurs qui se retrouve avec 41%. Tu vois, les ordres de grandeur. Et normalement, avec son simulateur de société de médias, qui est censé être sur Internet, mais qu'elle n'a pas daigné nous dire où. Normalement, elle disait que dans le livre que tu pouvais jouer un peu avec les coefficients, parce qu'elle te donne des coefficients et des pondérations, mais en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est cool. Et ça évite de te faire bouffer par l'arrivée d'actionnaires extérieurs, et voilà. Et elle rajoute même, et on peut s'arrêter là, elle rajoute que tu sais, les 800 millions d'aide à la presse, du coup, on pourrait se dire que c'est ça qui sert à payer les réductions d'impôts. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait imaginer que quand tu es arrivé aux 800 millions d'euros, du coup, tu arrêtes les réductions d'impôts. Voilà. Donc, Sauver les médias de Julia Cagé. Est-ce que ça t'a ouvert les chakras sur comment sauver les médias cette fois-ci ? Ouais, non, j'ai kiffé, c'est super intéressant. Déjà, même sur la partie constat, je trouve ça super intéressant de comprendre pourquoi, de lister les différentes raisons pourquoi c'est un problème qu'il y ait concentration des médias aux mains d'un certain nombre de millionnaires ou de milliardaires. Déjà, ça, c'est intéressant. Deuxième truc, de savoir, d'essayer de déterminer l'influence des médias sur les processus de réflexion des gens, c'est intéressant. D'essayer de comprendre les mutations de ce secteur-là, de dire pourquoi il y a de moins en moins de salariés et comment les gens consomment de l'information, c'est intéressant. Et par ailleurs, le dernier aspect qui est de dire comment on résoudrait le problème, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est difficile, comment on régulerait la chose, c'est aussi intéressant, donc je trouve ça cool. Yes. Bon, voilà, tout est dit, et j'espère qu'on est venu titiller Osons causer, comme tu disais, Georges, en termes de... Mais oui, on les a marave. Ils sont nuls, de toute façon. Allez, bisous à Osons causer, et bisous à tout le monde, et à la prochaine. Salut. Ciao.